Si je vous dis club parisien, Parc des Princes, David Ginola et football business, vous allez me répondre le Paris Saint-Germain. Et non, on parle bien d'un autre club historique du football français, c'est le Racing Club de France. Et aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire de l'un des plus anciens clubs de notre football français. Avant de nous intéresser à la partie plus contemporaine du club, il est important de revenir plusieurs dizaines d'années en arrière. L'histoire du club est un peu particulière, puisqu'à la base, ce n'est pas un club de football à proprement parler, mais un club multisport. En effet, en 1882, alors que Victor Hugo souffle sa 80e bougie, des élèves du lycée Condorcet à Paris, dans le 8e arrondissement, décident de créer un club omnisport, celui du Racing Club de France, au départ voué à l'athlétisme et au tennis. La branche football fera son apparition en 1896, et rapidement, un réel engouement commence à naître autour de cette organisation. Un peu plus de 10 ans après la création du Racing, ceux-ci vont devenir champions de France. Rapidement après, la Première Guerre mondiale éclate. À la fin de la guerre, le club connaît des résultats sportifs mitigés. Cependant, un homme d'affaires, Jean-Bernard Lévy, arrive à la tête du club en 1929 et met en place au sein de ce club un nouveau système inédit, la professionnalisation des joueurs. Les joueurs vont être payés à jouer. C'était impensable à cette époque. Et c'est pas fini, car le président commence à acheter des joueurs, et des joueurs internationaux, afin de renforcer l'équipe. En 1932, avec l'officialisation du professionnalisme en France, la section football du Racing se sépare de son organisation Unisport et devient le Racing Club de Paris, une association autonome. Les années suivantes sont meilleures. En 1935 et 1936, il remporta à la fois le championnat de France et la Coupe de France. Le club, que l'on surnomme les Pingouins, après plusieurs saisons difficiles, pendant la Seconde Guerre mondiale, vont revenir au sommet. Puisqu'en 1945, le club remporte sa 4e Coupe de France, après une victoire en finale contre le LOSC. Mais ces saisons, au sommet de l'élite française et européenne, ne vont pas durer éternellement. En 1966, le club abandonne le professionnalisme, plombé par plusieurs relégations. L'équipe est vieillissante, les finances sont au plus bas. Le Racing Club de Paris redevient alors le Racing Club de France. À partir de là, ce club va évoluer pendant plusieurs dizaines d'années dans les divisions inférieures du football français. Mais dans les années 80, une histoire folle va débuter. Nous sommes dans les années 80, à l'époque où François Mitterrand était président de la République. Mais en parallèle, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de France a une ambition: acheter le club de foot dans lequel il évoluait durant sa jeunesse. Et c'est ce pari que Jean-Luc Lagardère se donne. Lui qui a déjà beaucoup investi dans les courses hippiques et automobiles veut maintenant faire de même pour le football. Et ce Jean-Luc Lagardère, ce n'est pas n'importe qui, c'est le directeur de Matra, une entreprise florissante dans le domaine de l'électronique et de l'armement. Lagardère est à une habitude du Parc des Princes. Il se dit qu'il y a une place en plus dans la capitale pour un nouveau club. En effet, le Paris Saint-Germain commence à prendre beaucoup d'importance. Que j'ai annoncé lorsque Matra et le Racing se sont associés, c'est-à-dire l'ambition en 10 ans de faire un grand club de niveau européen. Pour mener à bien sa mission, Lagardère va dans un premier temps racheter le club du Paris FC, évoluant en 2e division. Il va éponger une dette de 4 millions de francs et changer les couleurs du club afin de lui donner les couleurs du Racing, le blanc et le bleu. Il renomme également le Paris FC en Racing Paris 1. Puis, un an après, c'est la fusion des deux clubs. Afin d'atteindre ses objectifs ambitieux, Lagardère veut acheter des joueurs de talent. Cela va être le cas avec l'arrivée du prometteur Rabat Madjer, international algérien, qui fera le bonheur plus tard de Porto. Durant la première saison en D2, sous l'ère Matra, le Racing va atteindre des barrages et éliminer le Grand Saint-Étienne à Geoffroy Guichard, plongeant alors les Verts en D2. Quant au Racing, c'est le retour en D1. L'aventure commence bien pour le Racing, mais un premier élément vient noircir le tableau. Le club, qui jouait auparavant au stade Yves du Manoir à Colombes, va déménager pour le Parc des Princes. Les premiers supporters, les vrais, ont cru qu'on les trahissait quand Jean-Luc a dit « on va aller jouer au Parc des Princes ». C'est tout simplement parce que j'avais une lettre du préfet disant que le stade de Colombes est interdit.
Parce qu'à ce niveau-là, c'est des milliers de spectateurs. On n'autorise qu'une seule tribune à 600 personnes, etc. Voilà. Donc Colombes étant interdit, étant la propriété du Racing Club de France, on ne pouvait pas y faire des travaux, on n'avait même pas le temps, on est parti au Parc des Princes. Et pour cette première saison en D1, c'est un véritable échec. Et ce, malgré un mercato important. Le club finira bon dernier du championnat. Lagardère, qui est un homme d'affaires, ne veut pas se laisser abattre. Alors, il sort des gros moyens. Il va faire venir l'expérimenté et très talentueux Maxime Bossy. Ce joueur qui fait la joie de l'équipe de France et du FC Nantes a deux possibilités. D'un côté, rejoindre le Grand Tottenham en Première Ligue, ou bien alors rejoindre le Racing en D2. Et il va choisir le Racing, pour des raisons sportives. Il veut se lancer un nouveau défi. C'est bien sûr faux, Lagardère lui propose 300 000 francs par mois, et c'est la part du gain qui aura raison. Avec ses recrutements hors normes, le club rejoint de nouveau la D1. Et cette fois-ci, Lagardère ne veut pas redescendre en D2. Il va alors mettre en place une stratégie. Sortir la planche à billets. Il va faire venir Enzo Francescoli, ainsi que Luis Fernandez, ancien joueur du PSG. Une trahison pour beaucoup. Lui qui était tant adoré. Également, en parallèle, une politique de communication ainsi que commerciale arrive, celle du naming. Un naming qui va être très agressif, puisque c'est pas le nom du stade qu'on change, mais bien le nom de l'équipe. Le Racing devient le Matra Racing, rien que ça, et les maillots, pour ce qui est du flocage et puis les noms des joueurs, mais c'est marqué Matra. Pour résumer, en 2 ans, on a un club qui change de nom, qui recrute des stars internationales, qui change de stade. On peut alors se dire que le Matra Racing va déchaîner les foules. Eh bien non, c'est un flop. C'est en moyenne 10 000 personnes qui se déplacent au Parc des Princes pour une capacité de 40 000 personnes. Et les résultats sportifs n'aident pas. Malgré un effectif XXL, le club arrive à une décevante 7ème place. Comme quoi, la passion, ça ne s'achète pas. Ces différents échecs entachent la motivation de Lagardère et de son entreprise Matra à continuer à investir dans le football. Pourtant, la saison suivante, ils feront de nouveau venir de nombreux joueurs, notamment David Ginola, qui fera la joie plus tard des Parisiens. Et pourtant, une nouvelle fois, c'est un fiasco. Le club évitera de justesse la relégation, sauvé par le différentiel de but à la dernière journée aux dépens de Strasbourg. La situation devient problématique pour Matra. Malgré des investissements faramineux, plus de la moitié du budget marketing du groupe, la situation sportive est mauvaise. Face à cet échec cuisant, l'entreprise décide de se retirer du club. Tous les nouveaux ont signé pour 3 ans sans clause libératoire. Au Matra, on travaille désormais à long terme. Suite au départ de son mécène, le club va devoir vendre pour pouvoir renflouer les caisses. Anciennement Racing Matra, le club devient Racing Paris 1 et l'équipe a un objectif, rester en D1. Mais il ne faudra pas se faire d'illusions. Privé de sponsors et de ses meilleurs joueurs, le club ne peut empêcher la relégation. Pourtant, en parallèle, le Racing mène un parcours historique en Coupe de France, en éliminant les Girondins de Bordeaux, puis les Marseillais de Bernard Tapie, en demi-finale au Vélodrome. Les joueurs du Racing se hissent en finale de la Coupe de France, mais perdront contre Montpellier 2-1 durant les prolongations, avec notamment un but de Laurent Blanc. Bref temps d'euphorie pour le Racing, puisque le club va finalement atterrir de la D1 à la D3, du fait de problèmes financiers. Le club retourne à son terrain historique suite Colombes. Les années suivantes, c'est le retour au monde amateur. Le club fait face à plusieurs reprises à de nombreux problèmes financiers. Le Racing arrive tant bien que mal à se maintenir et à trouver une certaine stabilité. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, ils sont bien placés en National 3, dans la même poule qu'un autre club historique, celui de Guignon. Arrêtons-nous sur un moment de l'épopée de Lagardère. C'est le derby parisien, entre le PSG et le Racing. On pourra penser que ce derby allait déchaîner les foules. Mais comme on peut le voir sur cette vidéo, le Parc des Princes sonne creux. Cependant, à noter la présence des Boulogne Boys qui venaient tout juste d'arriver. Avec ce derby, on aura tout de même eu de beaux buts, des craquages de fumigène. On peut n'empêche regretter qu'à la manière d'un Inter AC Milan ou bien d'un AS Roma Lazio, la France n'a pas connu ce genre de derby dans la même ville. Ça, c'est l'arrivée du Racing et comment les supporters du Paris Saint-Germain voyaient cette arrivée. Voilà. Maintenez Paris propre, c'était dans les tribunes. Lagardère a voulu imposer une vision du foot business,
qui pourrait aujourd'hui fonctionner. Avec les namings, les transferts à gros montants, les salaires également à gros montants, c'est devenu la norme. Mais durant les années 80, la France n'était pas prête à cette nouvelle vision du football moderne. Cependant, on peut noter qu'aujourd'hui en National 3, le club a un groupe ultra, ce sont les Cologne Boys. Le groupe reprend l'image du pingouin, c'est le surnom historique donné à cette équipe, et ce groupe met en place des animations comme des craquages ou bien des tifos. On peut saluer le fait qu'ils soient quand même présents alors qu'ils auraient la tentation d'aller supporter le PSG ou bien le PFC et le Red Star, qui sont des clubs à proximité.